Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous allons parler dans ce cours d'une pathologie chronique qui est une étiologie de la dyspnée chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive وتسمى باللغة العربية القصاب الرئوي الانسدادي المزمن واختصارا تسمى القرام. Vous avez dans cette diapositive les principaux mots-clés en français, en arabe et en anglais de notre cours. Ce cours répond aux objectifs pédagogiques concernant la dyspnée chronique, donc vous êtes invités à les réviser avant de commencer. Certains prérequis sont nécessaires pour comprendre et pouvoir prendre en charge la BPCO. Il faut connaître la physiologie de la mécanique respiratoire, connaître la physiologie des échanges gazeux, savoir interpréter une spirométrie et reconnaître un trouble ventilatoire obstructif. Ces éléments figurent dans le cours de physiologie de la deuxième année. Savoir différencier une dyspnée chronique d'une dyspnée récurrente. Connaître les principales étiologies d'une dyspnée chronique. Savoir établir le diagnostic étiologique en partant d'une recherche des données de l'interrogatoire et de l'examen physique qui pourraient orienter vers chaque étiologie. Connaître les critères gazométriques d'une insuffisance respiratoire chronique et enfin maîtriser les techniques d'inhalation. C'est quoi la bronchopneumopathie chronique obstructive? Nous allons définir cette pathologie à partir des initiales des abréviations BPCO. Le C fait allusion au terme chronique, donc la BPCO c'est tout d'abord une maladie chronique. Le O fait allusion à le caractère obstructif, donc bronchopneumopathie chronique obstructive, et donc obstructive, elle fait allusion à une obstruction des petites voies aériennes, et cette obstruction des petites voies aériennes va entraîner une limitation chronique, lentement progressive, et qui est incomplètement réversible, par opposition au caractère réversible, par exemple, qu'on retrouve dans la maladie asthmatique, des débits aériens. Le B fait allusion au terme broncho, et donc c'est une atteinte tout d'abord bronchique, donc les petites voies aériennes. Et cette atteinte bronchique, au plan étiopathogénique, il s'agit d'une réaction inflammatoire anormale des bronches. Donc le premier mécanisme, c'est une réaction inflammatoire anormale des bronches. Le P fait allusion au terme pneumopathie, et donc il n'y a pas que l'atteinte bronchique, il y a aussi une atteinte pulmonaire, donc il y a une inflammation pulmonaire, et aussi bien la réaction inflammatoire des bronches que la réaction inflammatoire des poumons, elle est due à des particules nocives ou à des gaz. Et c'est essentiellement, on fait allusion tout d'abord à la fumée de la cigarette. Donc les exacerbations et les comorbidités contribuent à la sévérité de la maladie. Donc c'est en résumé la définition de la bronchopneumopathie chronique obstructive, et cette définition comprend en même temps le mécanisme éthiopathogénique de la maladie. La BPCO est une entité bien définie et ne correspond pas à toute atteinte bronchique chronique. Et donc, on va exclure de la BPCO tout ce qui concerne les autres atteintes bronchiques chroniques, par exemple l'asthme vieilli, les bronchectasies ou les dilatations de bronches, ce qu'on appelle les bronchiolites chroniques de l'adulte. Le terme bronchite chronique ne fait pas allusion à la BPCO, c'est une entité à part, c'est une entité à définition clinique. Et donc, quelqu'un qui a une bronchite chronique n'a pas obligatoirement une bronchopneumopathie chronique obstructive. Les termes bronchite chronique obstructive et bronchite chronique obstructive et dyspnéisante sont abandonnés actuellement et on ne parle que de la BPCO. Un autre élément, la traduction anatomopathologique de la BPCO, c'est ce qu'on appelle l'emphysème. Donc l'emphysème, c'est une entité qui a une définition plutôt anatomopathologique. Et donc, globalement, la BPCO répond à certains critères qu'il faut bien connaître pour la diagnostiquer et la prendre en charge. La BPCO est une pathologie fréquente. En effet, sa prévalence dans la population mondiale est estimée à 7,6%. Et si on tient compte des données fonctionnelles de la spirométrie, le stade 1 est prévalent à 9,10% et la prévalence, si on tient compte du stade 2 ou plus, est de 5%.
La mortalité dans le monde est très importante, 3 millions en 2005, ce qui constitue 5% du total des décès en cette année. Au Maroc, l'étude de Marta, qui évalue le tabagisme, a estimé la prévalence du tabagisme à 18%, et l'étude BOLD, qui a été réalisée à la ville de Fès, c'est une étude internationale, estime la prévalence de la BPCO sur des données fonctionnelles respiratoires à 14%. Quelle est l'éthiopathogénie de la BPCO? Le facteur de risque principal d'avoir une BPCO, c'est la fumée de la cigarette, qui constitue 90% des facteurs de risque de cette pathologie. Il faut ajouter toutes les étiologies de pollution, que ce soit la pollution industrielle, la pollution extérieure ou la pollution chimique. Donc cette exposition va entraîner une inflammation chronique, aussi bien au niveau des bronches, qu'une inflammation pulmonaire tissulaire qui caractérise la bronchopneumopathie chronique obstructive. L'inflammation bronchique va conduire à une obstruction bronchiolaire, donc au niveau des petites voies aériennes, avec épaississement et sécrétion bronchique qui vont aggraver encore l'obstruction bronchiolaire. Chez un sujet normal, le tissu élastique pulmonaire est maintenu grâce à un équilibre entre le système de destruction et le système de réparation. Le système de destruction qui comprend les protéases et les oxydants, et le système de réparation qui comprend les antiprotéases et les antioxydants. Chez le patient BPCO, il y aura un déséquilibre de ce système en faveur du système de destruction, ce qui va entraîner une destruction du tissu élastique pulmonaire. Cette inflammation pulmonaire tissulaire va s'installer de manière très progressive le long des expositions au tabagisme et à la fumée de la cigarette. Du fait de la destruction du tissu élastique de maintien qui permet de maintenir les voies aériennes périphériques ouvertes à la fin de l'expiration, il y aura apparition d'un collapsus expiratoire précoce chez ces patients-là. Dans cette photo microscopique, vous voyez une bronchiole qui a perdu ses attaches bronchiolaires et qui a tendance à se collaber. L'obstruction bronchiolaire, aussi bien l'obstruction fixe qui est due à l'épaississement de la paroi bronchique secondaire à l'inflammation bronchique et aux sécrétions, que l'obstruction bronchiolaire dynamique, cette tendance au collapsus expiratoire précoce chez les patients BPCO, va contribuer à un piégeage aérien qui va s'installer progressivement et va être responsable de l'apparition de cette distension des espaces aériens qui va se traduire aussi bien au niveau de la clinique qu'au niveau de la radiologie. Et vous voyez bien dans cette image au microscope électronique cette distension des espaces aériens chez un patient qui a une BPCO. Cet aspect est la traduction anatomopathologique de l'emphysème, qui a une définition purement anatomopathologique, mais qu'on peut visualiser au niveau de l'imagerie, aussi bien au niveau de la radiographie thoracique qu'au niveau du scanner thoracique. Vous avez à côté une pièce chirurgicale d'une grosse bulle d'emphysème chez un patient BPCO. Comment cette obstruction bronchiolaire va conduire à la distension thoracique? Pour cela, on va suivre l'évolution des débits expiratoires instantanés chez le sujet normal et chez le sujet qui a une BPCO au cours d'une expiration. Donc vous voyez dans ce schéma-là deux courbes, une en bleu et une en marron. Ces deux courbes-là traduisent l'évolution des débits instantanés expiratoires au cours d'un cycle respiratoire. Donc au début, les débits instantanés augmentent progressivement pour atteindre un maximum, puis ils commencent à diminuer. Au cours de la pente, il y aura des variations dans le calibre des bronchioles et qui vont varier de manière différente entre le sujet normal et le sujet BPCO. La bronchiole chez le sujet normal a un calibre suffisant
et avec des attaches bronchiolaires du tissu élastique qui sont fonctionnelles. À l'opposé, le calibre de la bronchiole du sujet BPCO est très réduit du fait de l'épaississement de la paroi bronchique et du fait des sécrétions bronchiques. En plus de cela, vous avez une destruction de ces attaches bronchiolaires qui permettrait de maintenir les voies aériennes ouvertes. Au cours de l'expiration, les débits expiratoires instantanés du fait de cette obstruction bronchiolaire vont être réduits par rapport au sujet normal. Dans la deuxième moitié du temps expiratoire, on va assister à une chute brutale du débit expiratoire chez le patient BPCO. Le sujet normal garde des débits expiratoires assez suffisants pour évacuer l'air contenu dans les alvéoles. Et ceci est possible grâce à ces attaches du tissu élastique qui permettent de maintenir les bronchioles ouvertes malgré cette pression négative qui a tendance à les fermer. Et donc, ça permettra de faciliter l'évacuation de l'air et des alvéoles. Chez le patient BPCO, on a un blocage précoce du débit expiratoire avec un piégeage aérien, l'air qu'on n'arrive pas à évacuer des alvéoles. En effet, ces attaches bronchiolaires qui devraient maintenir les bronchioles ouvertes sont détruites chez le patient BPCO. Et de ce fait, la pression négative expiratoire va facilement collaber les bronchioles, d'autant plus que ces bronchioles sont déjà obstruées par l'inflammation pariétale. Et donc, il y aura un arrêt brutal du débit expiratoire par la fermeture précoce des bronchioles, ce qui va entraîner un piégeage aérien qui va contribuer à long terme à l'installation de cette distension des espaces aériens et de cette distension thoracique. Cette obstruction et cette distension vont constituer le point de départ des complications chroniques de la BPCO avec l'évolution vers le handicap respiratoire.
L'histoire naturelle de la BPCO, qui est commune à pratiquement tous les patients, commence par la consommation de la cigarette et avec la fumée de la cigarette qui constitue 90% des facteurs de risque de la BPCO. Cette consommation va aboutir à une inflammation chronique, aussi bien bronchique que pulmonaire tissulaire. Ceci va évoluer vers ces deux éléments éthiopathogéniques importants de la BPCO, ce sont l'obstruction bronchiolaire et la distension. À cause de cette obstruction et de cette distension, on va avoir l'évolution vers tout d'abord une hypoxémie chronique précoce qui va évoluer par la suite vers l'insuffisance respiratoire chronique, hypoxémique tout d'abord, puis hypoxémique et hypercapnique. Comment va s'installer cette hypoxémie précoce chronique? Comment va apparaître cette insuffisance respiratoire chronique? Le point de départ, c'est une hypoxémie qui va s'installer précocement. En effet, l'inflammation bronchique et pulmonaire va aboutir, comme on a vu, l'obstruction bronchiolaire, qui va être responsable d'une augmentation des résistances des voies aériennes périphériques, ce qui va aboutir à une diminution de la ventilation au niveau périphérique. Cette diminution de la ventilation ou hypoventilation va être responsable d'un défaut d'apport d'oxygène. L'air dans les alvéoles hypoventilés va être pauvre en oxygène. Mais ces alvéoles sont normalement vascularisées. Le sang non oxygéné qui parvient à ces alvéoles va rester non oxygéné à la sortie. On est devant des zones qui sont hypoventilées et bien perfusées, et donc avec un rapport ventilation sur perfusion qui est diminué. Ces zones-là sont responsables de ce qu'on appelle un effet shunt. En effet, le sang qui entre dans ces zones-là sort pauvre en oxygène. Et la résultante globale au niveau du sang artériel, c'est l'apparition d'une hypoxémie précoce. L'organisme va essayer de réagir à cette hypoxémie précoce par des mécanismes compensateurs. Et donc il y aura une stimulation des centres respiratoires qui va aboutir à une hyperventilation. Cette hyperventilation va devenir chronique avec augmentation du travail diaphragmatique. Mais le diaphragme du patient BPCO travaille dans des conditions très défavorables. Vous voyez ici dans cette imagerie fonctionnelle un diaphragme d'un patient qui présente une BPCO et vous voyez que le diaphragme est aplati du fait de la distension pulmonaire qui réduit l'ampliation diaphragmatique au cours de l'inspiration et donc réduit le volume pulmonaire mobilisable. Cette limitation de l'activité diaphragmatique par la distension pulmonaire va limiter cet effet compensateur de l'hyperventilation chronique et de l'augmentation du travail diaphragmatique. Le travail du diaphragme dans des conditions très défavorables va aboutir à sa fatigue et par conséquent à faire intervenir d'autres muscles, en particulier les muscles inspiratoires accessoires. Ces muscles ne sont pas faits pour travailler de manière chronique. La conséquence de ces événements, c'est l'apparition d'une hypoventilation par fatigue diaphragmatique. La mécanique respiratoire se trouve incapable d'assurer une hématose correcte et donc de maintenir une PaCO2 normale et une PaO2 normale, ce qui va aboutir à une rétention du CO2 avec une hypercapnie à long terme. C'est le stade d'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique. La BPCO continue dans son histoire naturelle avec l'apparition de cette insuffisance respiratoire chronique, d'abord hypoxémique, puis hypercapnique, et qui va aboutir à un vrai handicap respiratoire. Le système respiratoire étant défaillant, l'organisme fait intervenir le système cardiovasculaire, avec apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire compensatrice et à long terme d'un cœur pulmonaire chronique avec insuffisance cardiaque droite chronique. Cette évolution chronique de la BPCO va être émaillée d'exacerbations répétées qui vont contribuer à la détérioration de la maladie. Plusieurs causes vont contribuer à l'apparition de ces exacerbations et à la tête desquelles on trouve les surinfections, que ce soit les surinfections virales que bactériennes.
Il y a la possibilité d'embolie pulmonaire, de pneumothorax. Il y a aussi les causes cardiaques et particulièrement les cardiopathies gauches telles que les infarctus de myocarde ou un éventuel OAP. La répétition de ces exacerbations va contribuer à l'altération rapidement progressive de l'état chronique. L'évolution va se faire vers le décès en insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Les étiologies des exacerbations sont des conséquences soit de la BPCO elle-même, soit de son facteur étiologique principal qui est le tabagisme, soit des conséquences de l'alitement prolongé. Dans ce tableau, on résume le mécanisme principal des différentes étiologies. Donc, pour tout d'abord les surinfections bronchiques, on constate qu'il y a un encombrement, une colonisation chez ces patients BPCO par certains germes, et particulièrement les germes les plus graves, le Pseudomonas aeruginosa, l'Haemophilus influenzae et le pneumocoque. Le pneumothorax est une complication souvent d'une rupture du bulbe d'emphysème. L'embolie pulmonaire est souvent secondaire à l'alitement prolongé causé par l'insuffisance respiratoire chronique. Et l'insuffisance coronarienne, avec comme conséquence soit des syndromes coronariens aigus ou d'infarctus de myocarde, sont dus à l'atteinte artérielle secondaire au tabagisme chez ces patients BPCO. Nous revenons à notre schéma qui montre l'histoire naturelle de la bronchopneumopathie chronique obstructive pour montrer le rôle important des exacerbations répétées dans l'évolution de la maladie vers tout d'abord le cœur pulmonaire chronique et vers le décès en insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Les différentes explications éthiopathogéniques vont nous permettre de donner des explications physiopathologiques des principales données cliniques, radiologiques et au niveau des autres examens complémentaires. Tout d'abord, l'inflammation va nous expliquer cette toux et ces expectorations qu'on trouve dans le cadre de la bronchite chronique qui accompagne la BPCO. L'obstruction va nous expliquer l'existence d'un trouble ventilatoire obstructif à la spirométrie. La destruction du tissu parenchymateux et cette inflammation fixe va nous expliquer le caractère irréversible de la maladie. La distension thoracique serait expliquée par la distension au niveau anatomopathologique, distension thoracique aussi bien clinique que radiologique. La respiration à lèvres pincées est un phénomène de compensation qui permet pour le malade de se protéger contre cette tendance au collapsus expiratoire au niveau éthiopathogénique. Donc les lèvres pincées permettent de créer une certaine autopipe qui essaie de maintenir les bronchioles ouvertes. Le signe de Hoover est expliqué par la modification de la morphologie du diaphragme secondaire à la distension pulmonaire. L'hypertrophie du sternoclédomastoïdien et le signe de Campbell sont expliqués par le travail exagéré des muscles inspiratoires accessoires. Les données de la gazométrie sont à eux expliquées tout d'abord par l'effet Shunt qui est responsable de cette hypoxémie précoce et la rétention du CO2. On va finir dans cette explication éthiopatogénique et physiopathologique par un aspect très rare de la BPCO qui s'appelle l'emphysème panlobulaire. C'est un mécanisme rare chez les sujets qui ne sont pas tabagiques, qui sont très jeunes et qui a une origine congénitale caractérisée par un déficit en alpha-1 antitrypsine, une molécule qui est impliquée dans la structure du tissu élastique. Donc, cette maladie va entraîner une obstruction bronchiolaire et une destruction vasculaire. La conséquence, c'est qu'il n'y aura pas d'effet Shunt et l'hypoxémie va apparaître très tardivement comparativement à la BPCO habituelle. Et donc, l'insuffisance respiratoire chronique et le cœur pulmonaire chronique sont très tardifs.